Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors je voulais faire cette petite vidéo, je voulais faire cette vidéo sur l'Allemagne, sur l'Europe un peu, moi, en essayant de parler un peu de l'Allemagne, un peu de l'Europe centrale, et des rapports des pays entre eux, et puis un peu de la psychologie des peuples. Parce que dans cette période de crise économique euh, d'Europe, où tout le monde se pose la question est-ce qu'on reste dans l'Europe, il y a une crise générale. Donc c'est intéressant de connaître la mentalité des peuples. Alors, moi je ne suis pas un spécialiste en histoire, les noms des rois, tout ça, c'est pas un truc qui m'a intéressé, hein. Par contre, la psychologie des peuples, ça m'a tout le temps intéressé de comprendre comment fonctionnaient les gens. Donc j'ai été un peu forcé parce que ma vie fait que j'ai traversé l'Europe, et puis j'ai pas traversé l'Europe comme un Erasmus. Alors, les Erasmus, c'est des étudiants qui vont dans un pays étudier, puis en fin de compte, ils ne connaissent pas le peuple dans lequel ils sont parce qu'ils restent entre eux, à boire de la bière, à étudier un peu, à bézouiller, et ils n'ont pas une réelle connaissance du peuple dans lequel ils vivent parce qu'ils ne les fréquentent pas, ils ne mangent pas avec, ils ne baissent pas avec, ils ne connaissent pas leurs réels problèmes parce qu'ils ont leur vie d'étudiant entre eux. Donc c'est vraiment particulier. Pareil pour nous les Français, je parle en tant que Français, hein, on voit souvent des expats, qu'on appelle les expats, hein, dans tous les pays d'Europe centrale, en Allemagne, partout. Alors il faut savoir que les expats, en général, ils ne se mélangent pas non plus. Ils viennent en grosses sociétés, les Français particulièrement. On voit rarement des Français tout seuls qui voyagent, qui vivent au pays et qui commencent à se mélanger en général. L'expat, c'est la majorité des Français qui vont à l'étranger, hein, et en Europe, pareil. Ils vivent dans leur communauté d'expats, hein, avec des grosses entreprises style Bouygues, L'Oréal, Gaz de France, hein. Il faut savoir que GDF, là, je crois qu'ils se sont fait dégager. C'était eux qui géraient dans toute l'Europe centrale, hein, Gaz de France, c'est ça, TF Gaz de France, qui gérait tout le gaz russe, parce que les Russes, ils laissaient gérer aux Français. Et puis là, vu la crise de la Syrie, de la Syrie et puis avant de la Libye, ils leur ont dégagé le gaz, visiblement. Et c'est plus eux qui distribuent, je crois. Il y a donc eu un changement, et puis de vengeance entre eux. Donc les Français sont gros groupes de gestion, sont en grosses entreprises, ce sont des expats, donc ce sont en fin de compte des travailleurs au sein d'une société, quoi. C'est pas de la PME, hein. Donc ils ne connaissent pas réellement le pays parce qu'ils vivent entre eux. Donc ils visitent les monuments, ils vont dans les bons restaurants, ils se baladent un peu, ils connaissent deux, trois étrangers à qui ils disent bonjour, ça s'arrête là, collègue, mais ils n'ont pas une réelle approche du pays, donc de la psychologie des gens du pays. Alors moi je ne vais pas me vanter parce que moi je suis parti tout seul à l'aventure pour des histoires amoureuses, donc j'ai vécu en Hongrie, ça fait quoi, 20 ans maintenant, à peu près, donc 20 ans plus ou moins. Je vis plus ou moins avec l'Allemagne, j'ai été en Roumanie aussi parce qu'il y avait des Hongrois en Roumanie, donc j'ai connu, j'ai connu un peu l'Europe centrale. Bon, je ne suis pas allé en Russie, mais j'ai vécu longtemps avec des Russes et je travaille avec des Russes. Donc ça me permet de parler un peu pour que vous, les Français, nous les Français, pour vous expliquer un peu comment fonctionnent un peu les pays. On ne va pas faire le prétentieux parce qu'il y a plein de choses que je ne connais pas, mais au niveau de la psychologie, je me suis débrouillé là-bas. Donc je connais un peu. Donc je vais prendre comme exemple l'Allemagne. Alors déjà, c'est pourquoi l'Allemagne est numéro un en Europe, numéro un économique actuellement, hein. Alors ça vient avec la grande Europe, hein, l'Europe est faite par tout le monde, mais eux se sont très bien débrouillés économiquement parce qu'ils ont pu faire leur extension à l'Est, hein, ce qu'Hitler avait raté, parce qu'il a voulu le faire par la force, hein, mais bon, ils avaient été écrasés, il avait été théories débiles. Mais bon, là les Allemands l'ont fait, alors ils l'ont fait d'autant plus facilement qu'au niveau historique, les Allemands sont déjà dans toute l'Europe, hein. Donc, il faut savoir que les Allemands envoyaient des groupes entiers d'Allemands dans les pays et qui travaillaient là-bas. Alors, ça formait surtout les ingénieurs, les trucs. Alors, il faut voir les villes d'Europe centrale, même jusqu'en Ukraine, jusqu'en jusqu'en Roumanie, hein, jusqu'en Transylvanie, euh, même en Hongrie, hein.
Les villes n'ont pas du tout la structure des villes françaises, parce que la France est un grand État centralisé avec que des Français. Hein, on avait des Français, bon, des gens qui venaient en France, mais il y avait une espèce de mélange. C'est un pays de caste, hein, ce qui n'est pas du tout l'Allemagne. Donc l'Allemagne envoyait plein d'Allemands partout. C'est pour ça que les villes ont des formes de camembert, vous voyez, en Europe centrale, pas en Allemagne, hein, en Europe centrale. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des ghettos. Hein. Il y a le quartier juif, il y a le quartier allemand, il y a le quartier roumain, par exemple, on est de Roumanie, par exemple, il y a des communautés, alors chacun a ses artisans. Alors les Allemands, par exemple, ont les ingénieurs, gèrent ça, c'est des ingénieurs en général, les Allemands. Alors, par exemple, en Hongrie, vous avez des villes qui sont fractionnées, hein, des villages, des petites villes, des villages. Alors, il y a le quartier allemand, il y a le quartier roumain, il y a le quartier hongrois, il y a le quartier slovaque. Hein, les gens se mélangent quand même. Les Allemands ne se mélangeaient pas trop. Hein. Et tout ça vivait bien. Quoi. Donc c'est très particulier. Donc les Allemands ont déjà des connexions un peu partout, mais les Allemands vivent entre eux. Hein, les Allemands ne se mélangent pas. Donc avec cette Europe, hein, comme on va en venir à l'Europe, ce qu'ils ont fait, c'est que sur les anciens pays qui avaient été pris par la Russie, qui repartaient assez mal, donc il y avait tout à reconstruire parce que le système économique communiste, ça a des avantages, mais quand ils ont laissé tomber, les entreprises ne valaient rien. Ça coûtait 3 francs 6 sous, et puis qui c'est les premiers à s'être introduits dans tous ces pays d'Europe centrale, hein, donc ça veut dire euh, Slovaquie, Tchéquie, Pologne, un peu, qu'est-ce qu'il y a encore Hongrie, Roumanie, un peu, mais moyen, parce qu'il y avait quand même une influence française qui était là, hein, depuis la langue est très proche en plus. Donc ils ont racheté toutes les entreprises, hein, ils sont venus, ils ont racheté les entreprises, ils ont un système très très particulier, ils ont tout rénové, ça veut dire qu'ils ont rénové avec du matériel allemand, ça veut dire que les PME font l'ingénierie, c'est-à-dire font la conception et la rénovation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de PME en Allemagne qui sont spécialisés dans la fabrication des machines. On dit que c'est la boîte à outils du monde. C'est eux qui fabriquent les usines, hein, du monde. Hein. Alors les Chinois le font aussi maintenant. Hein. Mais dès qu'on veut une machine à haute technologie, une presse, un truc, une presse rotative, c'est les Allemands qui fabriquent. Hein. Les machines en peu de quantité. Il faut savoir que les Allemands, dans tous leurs petits pays, leurs petits landers, ils ont plein de PME familiales. Mais je reviendrai à ce que c'est familial par rapport à familial en France. Hein. Des éléments exogènes à la famille peuvent très bien rentrer, c'est pas un système de caste. Donc ils ont plein de petites PME qui font de l'ingénierie, et alors à ce moment-là, ils sont partis, ils ont racheté toutes les usines. Alors les grosses boîtes, style Mercedes, tout ça, ont racheté aussi. Hein. Alors ils ont racheté des équipementiers automobiles, tout ça, ils sont actionnaires. Ils ont racheté toutes les usines, ils ont modernisé, et ils ont laissé les directeurs en place des pays, et ils ont laissé ils emploient les gens là-bas pour la production, hein. Pas la création, la production. C'est-à-dire que tout est produit en beaucoup de leur, comment dire, de leur production. Une bonne partie de leur production en quantité je parle, est produit en Europe centrale, par exemple. Alors, Mercedes produit ses voitures. À Kecskemét, une des plus grandes usines, c'est ouvert là. Audi, je crois que c'est en Slovaquie. Donc, il y a eu un énorme Skoda aussi. C'est Slovaquie ou tu me souviens plus, bon, c'est au-dessus. Quoi. Donc, ils ont racheté tout ça. Ils produisent et puis ils payent pas cher les gens là-bas. Les petites mains, sont pas tellement payées. Hein. C'est à bas prix. Donc, ils font des gros bénéfices à la production. Mais toute l'ingénierie, c'est en Allemagne, avec plein de PME qui fonctionnent bien. Et, chose intelligente qu'ont fait les Allemands, pour rester à top niveau, donc ils ont récupéré toutes les usines, c'est que leur système d'imposition n'est pas du tout le même par rapport à la France, où la France, je crois que c'est le pays le plus imposé d'Europe actuellement. Donc imposé d'Europe, c'est terrible, surtout qu'on n'a pas d'économie au black, et nous les Français comme les Italiens, je crois que l'Italie est normalement au-dessus, et normalement le plus imposé, mais l'Italie a une énorme économie au black. Alors plus dans le sud que dans le nord, on va dire, mais il y a quand même, le sud est pauvre de toute façon, mais il y a quand même une énorme économie au black en Italie, qui est censé être le pays le plus imposé d'Europe. Et en vérité, c'est la France, si vous voulez. Donc, je vais expliquer pourquoi c'est la France le pays le plus imposé. Après, en comparaison. Donc l'Allemagne par rapport à la France, pourquoi elle est première? Parce qu'ils produisent,
Mais les entreprises allemandes, les grosses entreprises style Mercedes, toutes ces grosses boîtes qui produisent à l'étranger, ramènent une partie des bénéfices en Allemagne pour participer à l'impôt collectif. Ce que ne font pas nos grosses entreprises du CAC 40, ou les grosses entreprises qui sont externes. Par exemple, quand on voit des trucs comme Dacia en Roumanie, effectivement, Dacia, la conception peut être faite, Dacia qui a été racheté par la France, hein, peut être faite en France, avec des ingénieurs français qui sont encore de bonne qualité, mais malheureusement, les bénéfices de Dacia ne sont pas ramenés en France, ils sont imposés à 8%, c'est tout, quand ils sont en France, et la plupart ne reviennent pas en France, partent sur des paradis fiscaux, ou par des entreprises, ou repartent par des entrepreneurs, des paravents, un truc comme ça. Donc, on voit pas, en France, on ne voit pas l'argent. Donc, qui est-ce qui va payer l'impôt? Plein pot, c'est nous, les classes moyennes, nous, les PME. Donc, ça nous grève d'un coup, et moins de... on ne peut pas générer, d'innovation, parce que quand les entreprises sont imposées à mort, parce que nos PME et les travailleurs, hein, pas les travailleurs pauvres, on ne les paye pas, mais les travailleurs commencent à vouloir s'en sortir, lui, il est pressurisé. Il est pressurisé parce que les grosses entreprises ne ramènent pas les bénéfices et les gardent sur des comptes. Donc il n'y a pas un sentiment national en France, et ça qui est dommage, hein. Il n'y a pas un sentiment national on ne forme qu'un, on forme une nation, un État, une nation, un peuple, quoi. Parce que les Allemands, eux, ont. Attention, les Allemands ramènent l'argent. Donc, les PME ne sont pas tellement imposées. Il faut savoir que c'est pour ça qu'elles sont dynamiques. C'est-à-dire que les travailleurs sont moins imposés puisque l'impôt est réparti. Mais de toute façon, Mercedes, Audi, toutes les grosses boîtes, il n'y a pas que, mais toutes les grosses boîtes qui sont à l'étranger, elles le savent très bien. Ils savent que de toute façon, c'est le cerveau allemand, c'est-à-dire l'ingénieur allemand, qui fait la qualité des produits. Donc l'allemand, il est très fort. En plus, dans sa mentalité, c'est un ingénieur. Il veut tout le temps être hyper performant. Donc voilà. Donc c'est à peu près comme ça. Donc on pourrait se dire, oui, mais ils exploitent l'Europe centrale. Alors, c'est vrai qu'ils ne payent pas les gens. Qu'en Europe centrale, les gens sont peu payés, on se retrouve avec des salaires à 400 euros, des choses comme ça. On dit, mais comment s'en sortent-ils? Alors, 400 euros en Europe centrale, c'est pas la même chose que 400 euros en France. Hein. Faut savoir ça. On n'est pas du tout dans le même style de vie. Il faut savoir que en Europe centrale, les gens cumulent des fois deux travaux, que il y a beaucoup d'économies au black. Hein. Donc, on a 400 euros, mais on peut avoir un travail au black non déclaré. Ils savent très bien. Il y a beaucoup de travail au black sur les entreprises. Hein. Donc, les gens sont déclarés peu, un peu comme en Italie, mais en vérité, gagnent bien. C'est pour ça qu'actuellement, avec l'Europe, ils font un peu la guerre pour essayer de... L'Europe essaie de leur dire, oui, faites en sorte que les gens soient plus imposés. Ils disent qu'ils font ça, mais en vérité, ils ne le font pas vraiment, parce que, de toute façon, l'Allemagne est parfaitement au courant de ces systèmes de black, et donc pour garder les petites mains d'Europe centrale, et pour éviter les problèmes sociaux, les partis politiques qui feraient chier, par l'intermédiaire de l'Union européenne, on donne des aides aux pays d'Europe centrale, en des aides bidons, hein, pour rénover, pour arranger, Alors, où vont ces aides? Alors, ces aides vont aux copains, en général, de tous les partis politiques en place. Alors, quand il y en a un qui change, et le reste, et puis on distribue, et comme ça, on ne va pas trop gueuler on évite de parler du pouvoir d'achat et des salaires qui sont bas. Des salaires qui sont bas, mais où la vie est quand même assez agréable. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, en Europe centrale, quasiment tout le monde est propriétaire de son appartement. Il y a encore beaucoup d'agriculteurs, contrairement à ce qu'on pense, bien que des grosses sociétés veulent mettre la main dessus, hein, style Pionnier, Bonduelle, tout ça, qui essayent de prendre la terre, mais ils sont assez conservateurs, donc c'est assez dur. Donc voilà, donc c'était pour dire pourquoi l'Allemagne fonctionnait bien. Alors l'Allemagne a un autre problème. L'Allemagne a un problème de dénatalité. Hein. Alors bon, ça, ils ont du mal à le compenser. Ça, c'est plus la sociologie. C'est parce que les Allemands ont un problème de féminisme. Alors, c'est vraiment les femmes dictent les choses là-bas. C'est vraiment, je ne vais pas me faire
traité de misogyne, mais il y a vraiment un problème, et les mecs se marient plus, hein, il y a beaucoup moins de mariages. Euh, Ils ont pas mal. Donc, les Allemands. Les Allemands commencent à se méfier des filles. De toute façon, en général, l'Allemagne est très protectionniste, donne, comme avant, en 40, vous avez vu, c'est la mère, on voulait que la mère soit au foyer, on aidait la maman, l'État donnait tout le droit à la maman, l'enfant doit rester à la maman. Donc, tout est à la maman, et le papa doit payer la maman. Alors, le problème, c'est qu'avec toutes les guerres qu'ils ont subies, les Allemands, ils ont perdu tous leurs mecs, hein, que leurs mecs virils, avec les couilles, ils sont tous morts. Il leur restait des mecs moins énergiques. Il en reste encore des bons, hein. Mais quand même, ils ont perdu toutes leurs couilles, en partie de leurs couilles. Bien qu'ils restent ingénieurs et tout. Donc il faut savoir qu'en 40, c'est quand même, après 40 ans, 45, bah, c'est les femmes pour construire l'Allemagne. Parce qu'il restait plus. Toute la jeunesse avait été massacrée. Puis en voulant reconstruire l'Allemagne, elles ont été courageuses, c'est elles qui l'ont fait, hein. Et du coup, elles sont dit, bah, on est l'égal des hommes. Et elles ont voulu les mêmes postes que les hommes, elles veulent diriger comme les hommes. Alors les hommes fuient un peu parce que fuient un peu les femmes dominatrices. Donc c'est pour ça qu'on voit souvent les Allemands aller en Thaïlande, se baiser des petites jeunes, ou au Brésil, aller se faire des putes. Donc, ou bien là-bas ils ont des nightclubs, des prostituées partout, hein. Ils ont une sexualité très particulière, hein. Psychologiquement il n'y a pas ça en France, hein. C'est-à-dire que l'Allemand est très strict. Et puis il va au nightclub, il va au peep show, il a des quartiers à prostituer. Donc c'est assez particulier. Et ils font moins d'enfants, ils se marient moins, ils ont moins de natalité. Et c'est vrai que s'ils ont pas avec leur femme, ils vont être obligés de tout payer et c'est un peu dur pour eux. Donc on les voit qui vers la quarantaine ramènent une Thaï ou ramènent une Brésilienne. Ça c'est un truc qui est classique en Allemagne. On se retrouve avec quand même un problème de natalité. Ils doivent compenser. Et puis ils ne compensent pas avec une émigration, comme en France on a dit on va compenser avec une émigration, d'ailleurs ce qui n'a pas marché, parce que en France les émigrés qui sont venus, on les a fait venir, tout ça, et puis les premières générations ont fait 5-6 enfants comme en Afrique, les secondes 3, et puis les dernières ils se disent bon attends c'est trop dur, on ne peut pas s'en sortir, donc ils en font comme tout le monde. Donc en Allemagne ils n'ont pas fait venir une émigration particulière, ils ont les Turcs, mais les Turcs ont pris le marché de la nuit en Allemagne, le marché des fruits et légumes. Donc, c'est des petits restos. Donc, un peu d'import-export ou d'autarcie, par contre, particulièrement à Berlin. Mais ils ne sont pas venus travailler réellement dans les usines, quoi. C'est vraiment particulier. Parce que l'Allemand, lui, n'a pas, comme en France, un problème psychologique avec le travail manuel. C'est pas péjoratif chez l'Allemand de travailler manuellement, alors qu'en France, on voit les petits gars qui font de la sociologie, qui font des facs qui mènent à rien, et puis quand il n'y a pas de travail, les mecs n'iront pas travailler manuellement parce que c'est dévalorisant. En Allemagne, le mec qui travaille manuellement, c'est valorisant, c'est-à-dire que le technicien, l'ingénieur, le technicien d'usine, le technicien est valorisé, le mec qui construit, le mec qui répare ton shot bouché, il est valorisé en Allemagne. On aime le travailleur, hein. D'ailleurs, c'était au-dessus des camps, c'était pas du tout de l'humour quand ils disaient le travailleur en libre, c'est vraiment dans leur mentalité, hein. L'allemand, c'est d'abord le travail. Donc voilà, donc c'était pour parler pourquoi les Allemands s'en sortaient bien, économiquement, mais pas au niveau de natalité. C'est leur problème. Donc, je voulais parler encore de quoi sur la psychologie allemande, c'est comment on réussit en Allemagne. Alors, il faut savoir que l'Allemagne, c'est un pays réellement socialiste, c'est pas un pays de caste comme en France. Vous voyez, en France, c'est très dur de réussir socialement. Il y a des castes très 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 bien marquées, c'est un gros pays centralisé, hein. Donc, en général, en France, on meurt où on est. Il n'y a pas de, comme ils disent en France, d'une façon aseptisée, il n'y a pas d'ascenseur social. En France, en France, il n'y a pas d'ascenseur social. Quand on est à un endroit, on y meurt. On ne monte pas, on a beau travailler. De toute façon, le système législatif est fait de telle sorte qu'il faut vachement connaître les lois. Si on veut monter une entreprise, c'est une catastrophe. Même si on a une bonne idée, il faut s'entourer d'avocats, il faut s'entourer de juristes, et ça en général, qui est-ce qui détient les avocats et les juristes? C'est les familles bourgeoises et les familles de l'oligarchie qui, eux, ont dans leur relation dès le départ des avocats, des juristes. Donc
quand on part d'en bas en France, c'est très 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 dur de monter. Alors qu'en Allemagne, l'Allemagne est un véritable pays où ce qui compte, c'est le travail et la valeur de l'individu. C'est vraiment c'est un pays, ils sont socialistes et nationalistes. Ça veut dire que ce qui compte, c'est la valeur de l'individu, mais au sein de la race. Ils ont beau dire qu'ils ne sont pas racistes, c'est qualité allemande. Hein, tout le temps, c'est fier, ils sont très 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 nationalistes, conservateurs sous leurs allures hippie, babacool, grund, euh, tout ce que vous voulez. Ils sont hyper conservateurs, ils sont socialistes et nationalistes de toute façon. Ils le resteront, c'est dans la mentalité comme le russe est communautaire. En groupe de potes, le russe. Hein. Donc l'allemand on progresse quand on est bon, on monte doucement. Hein. Il n'y a pas de héros jeunes en Allemagne, comme on pourrait voir comme on voit dans les feuilletons français. Vous voyez, dans les feuilletons français, tu as tout le temps le petit jeune, le jeune flic, le jeune mec qui monte sa boîte, le jeune héros, gominé, les yeux bleus, le jeune, le beau garçon qui réussit. Alors, on a vu, mais en Allemagne, non. En Allemagne, le héros, il est vieux, ridé, il a fait ses preuves, c'est excessif, mais je prends d'Eric. Imaginez en France, vous voyez, en France, on avait, comme il s'appelle, l'inspecteur, merde, le vieux, là, avec sa pipe, mais c'est exceptionnel. Mais bon, en Allemagne, on a d'Eric. Eric, c'est le vieux dans la bande à Munich, et inspecteur, et puis c'est la star, puis c'est tout le temps comme ça. Donc en Allemagne, on monte au mérite. Et alors, ce qui est particulier en Allemagne, c'est que si vous êtes bon dans une entreprise, vous rentrez dans une entreprise, une petite entreprise, je caricature toujours un peu, mais il y a vraiment beaucoup de vrai là-dedans, c'est qu'on peut monter au sein de l'entreprise et qui sait un jour prendre la tête de l'entreprise. Vous voyez, ça veut dire qu'on arrive ouvrier, on pourra finir ingénieur. On arrive bon ingénieur, vous voyez, le patron pourra vous inviter à la table à la table chez lui pour vous présenter sa famille, pour essayer pour vous présenter sa fille, pour que vous baisiez sa fille et que l'énergie reste dans la famille. C'est vraiment le travail et la valeur principale. On admire le travailleur, on admire le grand technicien, on admire le mec qui a fait ses preuves. Ça, c'est l'Allemagne. La France, non. La France, on donne les postes aux fils de. Vous voyez, par exemple, vous allez au Sénat, comment ça s'appelle, à l'Assemblée nationale, vous avez encore des mecs qui ont des noms de généraux de Napoléon ou des particules devant. On monte, ah mais lui il a réussi, c'est l'exception. En Allemagne, les mecs montent au mérite. Hein. Donc c'est un système qui est vraiment complètement différent, mais au mérite au sein de la race. Hein. Il n'y a pas tellement d'éléments exogènes qui viennent s'intégrer. Donc c'est très particulier. Ça va jusque dans leurs contes. Hein. Vous comparez les contes de Grimm aux contes de Grimm aux contes de Perrault, parce que encore plus intéressant qu'apprendre l'histoire, c'est voir l'inconscient collectif des gens, les contes. Hein. Donc contes de Grimm, contes de Perrault. Les contes de Grimm c'est allemand. Alors bon, je ne parle pas des contes de Grimm hollywoodiens, débiles, avec des vampires et des grandes dents. Non, je parle vraiment des contes de Grimm. Par exemple, vous avez le petit tailleur. Je prends tout le temps en exemple l'histoire du petit tailleur qu'on ne pourrait pas voir en France. Le petit tailleur, c'est le petit tailleur qui un jour écrase 7 mouches d'un coup dans son échoppe qui l'emmerdait à côté de sa tartine. Il se fait une petite ceinture avec 7 d'un coup, part dans la rue, il met sa ceinture, tout le monde a peur de lui. Oh, mais qu'est-ce que c'est, il a dû écraser 7 soldats ou 7 géants. Et il y a justement des géants qui emmerdent le royaume d'à côté. L'Allemagne, c'est des villes. Hein. Et puis alors, on dit, oh, il doit être fort, alors on l'emmène, on dit, tu veux combattre des géants. Et puis par la ruse, pas par la force, il arrive en croyant en lui-même, hein, en partant petit, donc en croyant en lui-même, à écraser les géants. Alors bon, les géants le prennent, ah, les géants le ramènent, ah tiens, viens avec nous, ils veulent le tuer, mais quand il dort à côté des géants, il frappe un géant avec sa tête avec un caillou, une pomme, l'autre géant croit que c'est l'autre géant, puis les deux géants se tapent dessus, et puis lui, il sauve le royaume, il finit par épouser la fille du roi. Donc c'est le petit tailleur qui finit par épouser la fille du roi. On ne voit pas ça en France dans les contes, hein, par son mérite. Dans les contes, en France, les contes de Perrault, ben c'est tout le temps une princesse qui rencontre un prince. Alors le prince, ça peut être une grenouille qui a été transformée par une vilaine sorcière, mais en général, c'est toujours une princesse qui rencontre un prince.
ou bien c'est les contes de la Belle et la Bête, hein, pareil, c'est un conte français, c'est un prince ou un gentil noble qui a été transformé en animal. Donc en France, on reste dans la caste, on ne monte pas en France, on ne monte pas au mérite, on est à un endroit et on monte. Alors, pour un grand État centralisé, ça marchait avant, mais maintenant, confronté à la globale planète, on le prend dans le cul bien profond. Donc c'est pour ça que l'Allemagne conserve encore leur énergie, parce qu'ils ont encore une sélection du meilleur au mérite, quoi. Donc c'est très particulier. Donc en général, pour les Allemands, en général, le chef ne se trompe pas, puisqu'il a été élu au mérite. Donc c'est pour ça que l'Allemand suit le chef jusqu'au bout. Ce qui pose des problèmes, parce qu'en général, comme il ne se trompe pas, en général, l'Allemand est un calculateur, ils font des très très grands calculs, le chef ne se trompe pas, donc on suit le chef jusqu'au bout. Ce qui pose de gros problèmes quand le chef se trompe. Il se trompe rarement, mais quand il se trompe, c'est catastrophique. Donc c'est ce qui arrive ce qui est arrivé pendant la Seconde Guerre mondiale, où tout le monde a suivi Adolf Hitler, parce que je prends les exemples extrêmes, hein, qui était un garçon courageux, qui est monté, mais qui avait une théorie complètement délirante, et raciste, et tout le monde l'a suivi jusqu'au bout, parce qu'il est monté au mérite, il est parti de rien, et les Allemands, en général, suivent le chef. Donc, jusqu'à Moscou, ils y ont cru, ils y sont allés, et avant, ils ne s'aperçoivent pas tout de suite que ça part en couille, parce qu'ils suivent le chef jusqu'au bout, pourvu que le calcul soit bon, allons jusqu'au bout, parce que l'Allemand est un calculateur, il calcule tout. Hein. C'est très 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 particulier comme peuple. Hein, je vous fais de la psychologie de base, mais c'est pas très loin de la réalité. Donc, ils se sont plantés en beauté, hein, face aux Russes qu'ils ont sous-estimés. Donc, le problème des Allemands, c'est qu'ils sous-estiment les gens aussi. Donc, ils ont un peu, c'est nous les Allemands, nous les supérieurs, tout ça. Ils l'ont encore en eux. Donc, ça me fait penser à une anecdote qui était un peu rigolo, mais sans l'être. J'avais un copain qui était sur le front de l'Est, un copain hongrois. Ben, il est mort maintenant. Et puis il me racontait qu'il se battait contre les soviétiques, et puis les soviétiques étaient beaucoup plus nombreux, très fins en combat, hein, et il les avait en face d'eux. Alors eux, c'était des Hongrois, ils sont assez roublards, alors, pour pas se payer les soviétiques sur la gueule, ils montaient en haut de la colline, ils redescendaient en permanence, pour leur faire croire qu'ils étaient beaucoup, et puis comme ça les soviétiques, ils croyaient que les communistes croyaient qu'ils étaient très nombreux. Alors, oh, on va pas y aller tout de suite. Il a vu arriver les soldats SS. Ils leur ont dit que les mecs étaient 10 fois plus nombreux qu'eux. Puis les mecs ont dit non, le Führer l'a dit, nous allons les battre, c'est écrit, on va les battre. Il m'a dit on les a jamais revus. Ils y sont allés, ils avaient quelques panzers, ils sont allés en petite quantité, très, très, très sûrs de ce qu'avait dit leur chef, et ils y sont passés. Mais sans se poser de questions. Le chef a dit on y va. Les ordres ne se discutent pas en Allemagne, parce qu'en général, l'ordre il est bien donné, puisque le chef est élu au mérite. Alors qu'en France, l'ordre peut être mal donné, puisque le chef est un fils de. Donc on se méfie tout le temps du chef, on n'y croit pas trop. Hein. Un peu comme en Russie, mais pour d'autres raisons. De toute façon, je n'ai pas le temps de tout dire dans cette vidéo. Donc voilà, c'était pour parler un peu des Allemands et de leur vision du chef, de la valeur du chef chez eux. Donc est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Ouais, sur la noblesse allemande, qui n'est pas du tout la même noblesse que chez nous, hein, qui montre un peu que la noblesse, c'était pareil, c'était un État socialiste, même quasiment avant, c'était des villes. D'ailleurs, l'Allemagne, c'était plein de petites villes. Alors, tu avais des États ecclésiastiques, tu avais d'autres États, des villes, des duchés, des trucs, des machins. C'était plein d'États. Ça a été vraiment unifié avec Bismarck. Je ne connais pas les dates, moi, je ne sais pas mon truc. Alors que la France a été un très très vieil, un grand État centralisé, très très longtemps. Hein. Donc, avec une caste très marquée, très très stable, avec les petits, les serfs, les machins, la classe bourgeoise. La lutte s'est faite au niveau de la classe bourgeoise qui a supplanté la classe, la noblesse. Hein. Mais il n'y a pas de montée à l'Europe. Tandis que l'Allemagne, c'est vraiment des villes. Et ceux qui font un peu la loi dans les villes, ce sont les corporations. C'est-à-dire que la noblesse, alors il y a une noblesse effectivement, mais comme ce sont des villes, c'est pas une noblesse aussi puissante à la base. Et alors souvent on va chercher le noble, un peu comme c'était passé en Belgique. Bon, on va chercher le roi. Hein. Et souvent le noble, pas tout le temps, mais le noble est souvent
choisis, élus par les corporations. Alors les corporations sont les architectes, les ferronniers, les... ils en ont plein avec tous les métiers. Hein. Donc c'est eux qui ont une vraie puissance, c'est un pays d'ingénieurs, c'est un pays de corporations, un pays de travailleurs. Hein. Donc c'est eux qui ont une réelle puissance. Vraiment, les corporations avaient, même au Moyen-Âge, une réelle puissance. Hein. Il n'y a qu'à voir les villes, comme elles étaient construites. Elles étaient construites par des corporations. Hein. C'est-à-dire il y avait le pavillon, la zone alors par exemple sur le Danube. Bon, c'est en Hongrie, mais ça ressemblait un peu, bien que ça soit différent. Il y avait le pavillon des pêcheurs. C'est censé être bâti par les pêcheurs. Vous avez dans les villes médiévales, vous avez souvent des zones de forteresse qui étaient financées, entretenues par des corporations. Alors il y avait je sais pas moi, les architectes, les ferronniers, comme je l'ai dit, ceux qui s'occupaient des boulangers, les, les meuniers. Ouais, les meuniers. Chacun avait les pêcheurs, les bouviers, tout le temps, comme les gens avaient leur corporation et finançaient ça. Donc c'est très particulier, il y a une noblesse qui est élue. Hein. C'est souvent une noblesse qui est élue, alors il y a un roi symbolique, mais c'est comme ça. C'est très très particulier, c'est pas comme en France, où si vous avez remarqué, vous vivez en France, c'est un pays de caste. Hein. On ne monte pas socialement. C'est très très dur. Vous voyez par exemple à la télévision, qui est-ce qui est à la télévision? Vous avez quelques communautés qui gèrent ça, qui sont des castes bien précises. Hein, vous avez quoi? Vous avez quelle communauté à la télévision? Il y a un peu de noblesse et un peu des autres, bon compris, mais après vous avez par exemple à l'UMP vous avez de la bourgeoisie et puis un peu d'autres choses, c'est de la bourgeoisie qui tient ça, donc ce sont les entrepreneurs, ce sont des entreprises, hein, ils ont des entreprises et leur frère est en politique, donc c'est tout le temps, c'est vraiment un pays de caste, hein, et puis ceux qui sont en bas ils ne montent pas. L'ingénieur reste à sa place dans la société en France, jamais il reprend la boîte, même s'il est doué, il reste à sa place, il ne monte pas. Alors qu'en Allemagne, l'ingénieur peut très bien devenir directeur d'une grande usine. Voilà. Donc, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire sur les Allemands, sur les Allemands et l'ordre? Hein. Les Allemands et les ordres, quand c'est un ordre, c'est un ordre, c'est très très particulier quand vous êtes en Allemagne. Hein. On traverse au feu rouge hein, déjà. On ne traverse pas comme en France. On attend, hein. Très très particulier. Ne vous avisez pas à faire ça, vous allez tout de suite regarder. Traverser vraiment quand le petit bonhomme est vert. Hein. Ça, c'est des petits trucs, mais les Allemands sont comme ça. Vous traversez, à part Berlin, vous traversez les villes allemandes, le soir, il n'y a plus personne. Donc, il faut savoir que les Allemands sont très très organisés, très très régularisés. On se lève à telle heure, on travaille à telle heure, après on va au sport à telle heure, ou en association à telle heure. On regarde la télé à telle heure, on se couche à telle heure et on fait la fête à telle heure, tous ensemble, au bal ou ailleurs. Voyez. Donc c'est très 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 particulier. Donc c'est vraiment très différent. Je prends un exemple, il n'y a pas une bourgeoisie très marquée. Alors on dira oui, à Munich, il y a une bourgeoisie marquée, parce que c'est vrai que toute l'Allemagne n'est pas pareille. Il y a l'Allemagne du Nord, l'Allemagne du Sud, l'Allemagne de l'Ouest, avec des mentalités vraiment différentes, comme en France, mais ça forme quand même un peu. C'est vrai qu'il y a assez de différences entre l'Allemagne du Nord et l'Allemagne du Sud, mais il reste quand même socialiste en mentalité. Hein. Je ne parle pas du parti politique, c'est en mentalité. Par exemple, vous avez, je parle de ce que je connais, le théâtre. Alors, aller au théâtre, à l'opéra. Alors, en France, l'opéra, par exemple, c'est l'opéra, c'est la bourgeoisie qui va à l'opéra. C'est oh, très cher, on se montre à l'opéra, on parle à l'opéra, une grosse société finance un peu l'opéra pour faire bien. C'est une façon de montrer qu'on appartient à un rang social. On va à l'opéra, il faut se payer la place, autrement on est en haut, on appartient à un rang social. En Allemagne, l'opéra, c'est tout le monde qui va, puis c'est la fête du samedi soir, hein, et puis on se met en beau costume, on se met avec des beaux habits de marque, on sort, c'est quasiment carnaval. Hein. C'est un peu un excès, puis on va à l'opéra, puis c'est la fête, et puis il y a toutes les classes sociales qui sont ensemble. Et puis, alors, il y a des places un peu plus chères que les autres, mais ça reste pas excessif. Tandis que l'opéra de Paris, c'est cher, et puis vous voyez, ceux qui vont, c'est souvent les mecs, les mêmes mecs. Donc voilà. Donc c'était pour dire, c'est quand même un peu différent la mentalité allemande et la mentalité française. Alors j'avais dit que les Allemands sont des calculateurs, hein, ce sont des ingénieurs, c'est-à-dire qu'ils se projettent dans l'avenir.
c'est des gens, comme je dis, c'est vraiment l'archétype de l'Européen. Hein. C'est des gens qui sont incapables de vibrer sur le présent. Hein. C'est des gens qui calculent. C'est dû au climat, hein, au froid, tout ça. Donc c'est des gens qui sont obligés de se projeter dans l'avenir par de grands calculs. Et puis en politique, pareil, c'est des rêveurs, donc c'est des angoissés. Et ils compensent cette angoisse pas vraiment par la bière, un peu la bière le soir ensemble, mais moins, alors, le russe compense par l'alcool beaucoup, si, quand il peut, mais l'allemand, lui, il va le compenser par le travail. Alors son angoisse, il la balance dans le travail, un peu comme l'allemand, comme le russe aussi, qui est stakhanovisme, on dit stakhanovisme. Donc il va, il va se jeter à fond dans le travail et c'est des gens qui se projettent sur l'avenir, qui font des grands plans. Donc le politique en général en Allemagne qui gagne les élections, la personne c'est celui qui fera le plus rêver l'allemand. L'allemand a besoin de rêver, d'être projeté dans le futur parce que le présent il ne sent pas. Donc c'est ce qui s'est passé, je prends dans des trucs caricaturaux, mais c'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant, c'était Hitler est passé au pouvoir, parce que c'est celui qui avait le plus grand projet. On va faire des autoroutes jusqu'en Ukraine, on aura des trains 4 voies, des réseaux ferroviaires 4 voies pour amener le blé. On fera un Reich qui durera 1000 ans. C'est l'Allemand a besoin de se projeter vraiment dans l'avenir. Il organise vraiment son futur. C'est-à-dire que s'il n'a pas organisé tout, il est perdu. Il est obligé d'organiser. C'est pour ça qu'on voit souvent, on voit très peu d'Allemands à l'étranger. C'est-à-dire en France, vous n'avez pas beaucoup d'Allemands, si vous remarquez bien. Vous avez plus d'Américains qui passent en France, qui aiment bien le style de vie français, qui adorent ça. Puis les Allemands, non, ils n'y vont pas. C'est pas assez organisé, il y a trop de laisser-aller pour eux. Eux, il faut que tout soit bien calculé, autrement, ils angoissent. Dès qu'il y a un truc de travers, ils vont angoisser. Hein. Vous voyez, leur maison, pouf, pouf, c'est droit, c'est carré, c'est l'Allemand. Donc, il angoisse. Donc, il est obligé de tout calculer. Et je me souviens de la mère de mon fils qui était assis sur le lit, et puis je la voyais qui écrivait des trucs sur son carnet. Alors, moi, en tant que français, hein, je suis quand même un peu français, bien que j'ai beaucoup vécu à l'étranger, tout seul. J'ai dit, ah, mais tu prévois ce que tu as à faire pour la semaine prochaine? Non, non, elle prévoyait ce qu'elle allait faire dans 6 mois, dans 6, 7 mois, 8 mois l'été. Elle était en train de faire son emploi du temps quand elle sera à Munich l'été. Donc elle prévoyait, alors c'était manucure à 8h, coiffeur à 7h, et après aller voir pour répéter à l'opéra, machin. Donc j'étais là, je dis, c'est un truc qu'un français ne ferait pas. Mais un français, je dis pas un russe c'est pire, bien que ce soit des bons joueurs d'échecs. Donc voilà, donc l'allemand est un calculateur. D'ailleurs, ça se retrouve dans ses inventions, ce sont des très bons fabricants de berlines, des très bons fabricants d'auto. C'est des gens qui font énormément de calculs avant d'expérimenter. C'est-à-dire qu'ils calculent pendant des heures, et puis c'est vraiment celui qui fera la plus haute technologie. Donc, vous voyez, leur voiture, vous regardez leurs Audi, elles ont toute la technologie, et puis on en rajoute. Ça en devient même trop compliqué à la fin. Vous voyez, il est obligé de calculer, il calcule, après, il fabrique. Il ne teste pas trop, il va tester à la fin, mais d'abord il calcule tout. La mentalité du russe, c'est, je prends un exemple parce que c'est aussi des gens de l'hiver qui calculent, mais eux, le russe, il calcule un peu, il essaie. Boum, ça ne marche pas. Il recalcule, il a dit, oh, ça ne marche pas là, il a fait un essai, il recalcule, il réessaye. Boum, alors l'essai, ça ne marche pas, Popov, il s'est tué avec le prototype, donc il en fait plusieurs comme ça jusqu'au moment où ça marche. Donc, le russe, un expérimentateur, un peu calculateur, et l'allemand, pour ses créations, et l'allemand, c'est un calculateur. Hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de pertes, il calcule pendant des heures en groupe. Ils sont très très particuliers, pas du tout comme les Français. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai encore à dire sur l'allemand? Voilà, c'est à peu près tout. Sur la corruption, j'en ai parlé. Hein. Voilà. J'aurai sûrement d'autres trucs à rajouter. Je vous parlerai un peu des Russes après, une autre fois, ou du problème français typique. Et voilà. Bon, c'était Fred Delavier. J'espère que vous aimez bien cette vidéo. C'était pour vous parler un peu de la psychologie des peuples, alors, les peuples d'Europe centrale. Après, je vous parlerai des Hongrois, si vous voulez. Puis je vous parlerai des Russes parce que j'ai vécu avec. Salut! Je peux me tromper toujours, mais comme j'ai testé pendant des années, je peux parler de ce que je connais. Salut! À bientôt!